On peut être harcelé parce qu'on est bon élève ou mauvais élève, parce qu'on est trop grand, parce qu'on est trop petit, parce qu'on est trop riche par rapport aux autres, parce qu'on est trop pauvre, parce qu'on est trop banal ou parce qu'on est trop différent, parce qu'on est homosexuel, parce qu'on a telle religion, parce qu'on a telle couleur de peau, parce qu'on a telle texture de cheveux, parce qu'on a Bref, je n'arrive pas à trouver d'éléments pour lesquels on ne puisse pas être harcelé. On entend que certains enfants, ils sont jeunes, ils se mettent fin à leur vie alors qu'ils ont même pas 10 ans, parce ça se passait mal à l'école. Dans le cas de violences d'enfants exercées vis-à-vis d'autres enfants, les personnes qui sont responsables, c'est les adultes. Le groupe qui harcèle, c'est vraiment des monstres, c'est pas des vrais enfants, ils sont vraiment démoniaques. On reste dans cette même logique comme ça, très clivée, qui permettra pas de sortir de cette question-là. Ça arrive dans des contextes qui sont pas des contextes neutres, qui sont souvent des contextes où il y a des désorganisations institutionnelles. La personne qui est harcelée, des fois, elle est un peu, le terme est peut-être un peu fort, mais elle est un petit peu déshumanisée dans le regard des personnes harceleurs qui ils font pas attention. Le harceleur va avoir tendance à dire « c'est pas moi, je suis pas bien, c'est lui là. C'est lui, il est nul, lui il est moche, il est bête. » Si ça se trouve, ça parle un peu de tous les moments où la personne harceleuse, où il se sent lui-même un peu nul, un peu bête, un peu inférieur aux autres. Bonjour et bienvenue au sein de l'émission Soleil sur toi. Alors cet épisode portera sur un sujet particulier, c'est le harcèlement scolaire. Donc à ce titre, je suis accompagnée d'un expert, il s'appelle Monsieur Joly. Il est diplômé de l'Université Paris 5, il est psychothérapeute depuis maintenant 10 ans. Et donc à ce titre, il accompagne des enfants, des adolescents et des familles entières et bien vers le chemin de la compréhension et de la guérison. Monsieur Joly, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui reste tout de même assez tabou, oui. Malheureusement. C'est donc le harcèlement scolaire. On a l'impression qu'il ne faut pas beaucoup en parler. Quand on en parle, ça reste un sujet un peu gênant. Ceux qui le vivent ou qui l'ont vu à travers certains de leurs camarades de classe n'osent pas nécessairement en parler. Ça reste toujours un sujet où on noie un peu le poisson. Et moi, j'ai décidé un peu de crever l'abcès, d'aborder donc cette question-là avec vous, du coup, parce que je sais que vous avez une expertise, vous avez pas mal travaillé là-dessus, accompagné pas mal d'enfants ou d'adolescents avec ces problématiques-là. Et pour commencer, la première question, c'est de définir c'est quoi le harcèlement scolaire et comment vous le définiriez? Alors, il y a beaucoup de formes différentes de harcèlement et de harcèlement scolaire. Mais d'une manière générale, on va avoir tendance à dire que le harcèlement scolaire, c'est le fait de subir des violences répétées, qu'elles soient verbales, physiques ou psychologiques. Donc en fait, c'est vraiment l'aspect de répétition. C'est pas une fois, c'est récurrent dans le temps. C'est-à-dire qu'une personne, un enfant, un adolescent, va arriver au collège, au lycée, et puis une remarque, la même, répétée par la même personne, par le même groupe de personnes, constamment, parfois des actes, et qui se répètent en fait dans le temps. En fait, c'est cette notion de répétition. Oui, tout à fait. Ce qui fait que certaines choses qui, prises individuellement, seraient pas si problématiques, des choses qui seraient des taquineries ou des blagues un peu trop lourdes, un peu inadaptées, isolément, ça pourrait passer. Ouais. Mais quand ça commence à se répéter tous les jours et puis dit par plusieurs personnes, là, ça va avoir des effets sur la personne qui en est victime et qui va commencer à se déprécier et mal le vivre, etc. Donc ça peut conduire à des choses, on l'abordera un peu plus tard, mais il y a vraiment des conséquences qui sont désastreuses, qui peuvent aller au plus ou moins long terme en fait. Et c'est vraiment ce côté... C'est quand ça touche l'enfant ou l'adolescent, c'est le moment de la construction en fait de l'individu. Et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'aborder cette question, pour amplifier l'urgence et l'importance capitale en fait de ces sujets-là, parce que encore heureux, ça ne touche pas tous les élèves, mais le nombre que ça touche en fait, c'est une catastrophe en fait pour eux. Et du coup, ça conduit à la deuxième question où finalement. C'est qui les responsables en fait? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est l'enfant qui harcèle, donc les harceleurs? Est-ce que c'est ceux qui entourent et qui ne disent rien? Comment on voit ça en fait? Alors, en effet, d'un point de vue juridique et même d'un point de vue moral, dans le cas de violences d'enfants exercées vis-à-vis d'autres enfants, les personnes qui sont responsables, c'est les adultes. Simplement parce que
un enfant n'est pas légalement responsable. Ça ne veut pas dire qu'il est irresponsable moralement. Évidemment, on peut lui demander de rendre des comptes, on peut lui rappeler qu'il faudrait qu'il fasse autrement, etc. Oui, mais fondamentalement, les personnes qui doivent protéger les enfants, c'est les adultes. Et dans le cas de l'école, les parents font confiance à l'institution scolaire pour que leurs enfants soient en sécurité, que les choses se passent bien, etc. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très important de dire que les personnes qui sont responsables, c'est les adultes. Pas au sens où ils seraient tout-puissants et que ce serait que de leur faute. Non, c'est pas ça. Mais c'est simplement de dire que c'est les adultes qui sont adultes. C'est pas les enfants qui sont tout-puissants et qui peuvent maltraiter un de leurs camarades et que personne pourrait les en empêcher. Non, c'est pas vrai. Des petits-enfants de 8 ans, quand bien même ils essaieraient de faire des coups en douce, c'est aux adultes d'y faire attention, de les surveiller. Et donc, s'il y a eu à un moment donné des choses qui se sont mal passées, qu'il y a eu des paroles violentes, des actes violents, c'est aux adultes d'en endosser la responsabilité. De dire, c'est nous, il faut qu'on fasse plus attention, on va essayer de penser les choses, etc. Et donc, de reprendre la responsabilité sur soi. Ouais. En fait, c'est vraiment les adultes, les gens qui sont dans cet environnement-là, donc scolaire, du coup, lycée, collège, parce que j'ai l'impression qu'à la fac, c'est beaucoup plus rare. Mais en tout cas, c'est vrai que lorsqu'on a encore ce côté enfant, parent, responsabilité du parent, etc., primaire, il y a vraiment ce côté où ça s'est beaucoup plus vécu, j'ai l'impression. Et c'est en fait les adultes qui sont présents dans ces environnements-là, dans un premier temps, si ça se produit, de prendre les mesures nécessaires. Donc ça, on y reviendra. Il ne faut pas laisser ça passer où voilà, on ne voit rien. Voilà. Et puis surtout, de prévenir, en fait. Et alors, je ne sais pas comment vous voyez, en fait, comment on fait pour sensibiliser les enfants à ne pas harceler, que ça c'est pas bien, etc. Parce que parfois c'est du bon sens aussi. Et comme vous l'avez très bien souligné, je veux dire, un enfant, il sait que ce qu'il fait c'est mal, il s'en rend compte un minimum, il se rend pas compte du poids et des conséquences, ça c'est sûr. Ça c'est justement aux adultes de se rendre compte de ça, mais qu'ils soient là pour, dans un but, prévenir en fait ces risques-là par la sensibilisation. Et donc, est-ce que vous avez connaissance un peu de ce qui se fait Alors, en effet, vous tombez plutôt dans l'actualité, puisque depuis 2 ans, alors ça a été mis en place, je crois, je ne suis pas spécialiste de l'éducation nationale, mais ça a été mis en place, je crois, en 2022 pour les écoles primaires et les collèges, et en 2023 pour les lycées. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent le programme phare, P-H-A-R-E, pour la prévention du harcèlement, etc., donc, qui était au départ pensé dans quelques établissements tests, etc., puis qui a été généralisé à l'ensemble des établissements, où en gros, ils protocolisent des réactions à adopter, etc., en cas de harcèlement, notamment faire en sorte que les parents ne se fassent pas justice eux-mêmes, parce que malheureusement ça arrive et ça ne donne rien, et donc d'essayer de penser les choses, et puis d'avoir dans les collèges, les lycées, etc., des personnes ressources qui soient formées à ces questions-là, parce qu'en fait c'est compliqué. Les réactions qu'on va avoir spontanément risquent d'être excessives soit dans un sens, soit dans un autre. C'est-à-dire que les adultes risqueraient soit de surréagir en pointant du doigt tel enfant agressif comme une mauvaise personne, soit au contraire avoir tendance à tout mettre sous le tapis, ce qui évidemment ne va pas aider du tout. Et donc ça demande vraiment une expérience importante, des connaissances importantes, parce qu'en plus, chaque cas est différent, et le harcèlement, il y a des harcèlements individuels, donc fait par une seule personne, et il y a des harcèlements collectifs, fait par tout un groupe. Donc c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes dimensions, etc. etc. Donc voilà, on sent que l'éducation nationale se préoccupe de cette question-là, qu'ils mettent en place des choses. C'est très récent, donc j'ai pas encore de certitude quant au retour, mais en tous les cas, on sent bien que l'ambiance qu'il y avait il y a encore 5 ans, c'est-à-dire de banalisation massive de ce type de phénomène, est en train de bouger. En tous les cas, c'est l'impression que j'en ai. Oui, moi je vois que j'entends et j'ai l'impression que c'est un sujet qui est qu'on commence à prendre au sérieux. Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de
plaintes des parents, logique aussi, et des victimes aussi. Enfin, quand on entend que certains enfants parfois mettent fin à leur jour parce qu'il y a eu des soucis, parce que c'est ça aussi la réalité, hein, que ce soit en France ou ailleurs dans des pays étrangers. Voilà, on entend que certains enfants, ils sont jeunes, ils se mettent fin à leur vie alors qu'ils ont même pas 10 ans, parce ça se passait mal à l'école. Bon, voilà, encore heureux, c'est pas la majorité, on le souhaite pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une réalité. Et que déjà, enfin, c'est une bonne chose que voilà, l'éducation nationale commence à prendre, mais pas que l'éducation. Je pense que l'éducation nationale commence à prendre en considération ces jeux-là, ces enjeux-là, parce que il y a une voix de plus en plus forte, des parents, des victimes, des plaintes et qui remontent et voilà, à travers les réseaux sociaux aussi, des gens qui partagent leur storytelling, enfin qui racontent, voilà, moi au lycée, voilà comment ça se passe, et puis on se dit des insurrections, on se dit ouais, mais qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible, etc. Et tout ça en fait, ça fait bouger les choses, mais c'est clair que comment dire, que mettre l'accent sur déjà les personnes qui sont autour plutôt que l'enfant qui certes fait mal les choses parce qu'il harcèle ou l'enfant victime parce qu'il sait pas se défendre, parce que des fois c'est ce qu'on dit aussi. En fait, c'est pas la solution. Non, vous avez complètement raison, c'est pas la solution parce qu'en plus, dans le harcèlement, comment dire, il y a une idée un peu de toute puissance des fois du côté des enfants qui harcèlent, et puis il y a quelque chose de très clivé, c'est-à-dire il y a tel enfant qui est très vu négativement, donc on va s'autoriser à le harceler. Et si on y répond par de nouveau quelque chose de très clivé en disant « Ah bah non, en fait, tu es une victime, donc tu es très 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 gentil ». Peut-être oui, mais peut-être non. En fait, le statut de victime n'est pas lié à la moralité de la personne qui est victime. Et à l'inverse, quelque chose qui irait dire « Ah bah celui ou le groupe qui harcèle, c'est vraiment des monstres, c'est pas des vrais enfants, ils sont vraiment démoniaques ». Et ben on reste dans cette même logique comme ça, très clivée, qui ne permettra pas de sortir de cette question-là. Et pour en sortir, il faut en effet faire ce zoom arrière et se dire « Ok, ça arrive dans des contextes qui ne sont pas des contextes neutres, qui sont souvent des contextes où il y a des désorganisations institutionnelles. » En gros, l'école, là, dans le cas de l'école, l'école va dysfonctionner, je sais pas quoi, il peut y avoir des professeurs absents, etc., des conflits à l'intérieur de l'équipe pédagogique, qui fait qu'il y a des défauts de surveillance. Les enfants se sentent plus vraiment contenus émotionnellement par l'école, et du coup, ça va augmenter les risques de passage à l'acte violent. Et donc la violence, elle peut être, voilà, comme vous avez dit, verbale, ou parfois même physique. Et les principaux, là je fais un résumé un peu des principaux responsables, enfin pas les principaux, mais en fait, ceux sur qui on doit pointer le doigt, c'est vraiment ceux qui entourent. Donc c'est finalement tout le personnel, c'est pas juste les professeurs, c'est toutes les personnes qui pourraient être amenées à voir ce genre, par exemple, typiquement une personne qui travaille à la cantine et qui voit que tout le temps il y a une personne, elle se fait jeter sa nourriture dessus ou des petits pois ou j'en sais rien sur un enfant tous les midis, elle voit ça, elle comprend que c'est pas normal parce qu'elle est adulte, et en fait c'est ces personnes-là de faire remonter l'information, d'aller faire cesser éventuellement, enfin pas éventuellement non, d'aller faire cesser ce qui se passe, de prendre des responsabilités qui parfois sont en dehors de leur champ de mission, j'ai envie de dire, mais c'est pas juste les professeurs, c'est tout le personnel en fait. Oui, y compris d'ailleurs les camarades, les enfants ou les autres adolescents, c'est vrai, qui doivent en tant que témoins essayer de faire remonter l'information, pas de nécessairement jouer les justiciers eux-mêmes, mais de faire remonter l'information. Et donc ça vient bien pointer, tu vois, le harcèlement qui est vécu par la personne harcelée comme un problème individuel pur, c'est moi, c'est mon problème individuel, c'est en réalité un problème groupal, de fonctionnement d'un groupe. C'est un groupe qui, à un moment donné, dysfonctionne et du coup ne parvient pas à empêcher des phénomènes violents de se produire. C'est intéressant de dire que c'est finalement une responsabilité qui n'est pas... Enfin, tout le monde est concerné en fait. À partir du moment où on voit et on se dit « Ok, là, c'est pas bon », ça s'est répété une fois, on se dit « Ok, ça c'est pas normal », 2 fois, 3 fois, et qu'on voit que c'est répété, là, on devient responsable de la situation, même si de base, on n'est pas du tout dans l'histoire et qu'on n'est pas de cette classe, qu'on n'est pas... on n'est même pas du même grade, j'en sais rien. On voit ça, on le voit à répétition, on est censé faire remonter l'information et pas laisser ça à d'autres personnes en fait. Voilà. Je laisse ça à des gens
un jour quelqu'un verra, éventuellement, jusqu'à ce que peut-être ça prenne des proportions qui... sachant que, alors ça on va l'aborder parce que c'est un point qui est très important, c'est que le harcèlement, c'est pas qu'en face à face, ça peut être aussi en distanciel et ça peut prendre des proportions parfois qui sont beaucoup plus gravissimes que si c'était en face à face. Et qu'est-ce que vous pensez en fait du harcèlement sur les réseaux sociaux, enfin voilà, cette question-là. Alors le cyberharcèlement, c'est vrai que c'est un phénomène qui est important. Le gros problème du cyberharcèlement, c'est qu'on voit bien que ça va venir poursuivre l'enfant ou l'adolescent, y compris chez lui, en fait. Ce qui fait qu'il a plus de lieu de sécurité. Et donc, il va se sentir persécuté, puisque du point de vue de la personne qui est victime de harcèlement, il y a un sentiment souvent de persécution. Et donc là, c'est un sentiment de persécution qui est continu. Et ça ne s'arrête jamais. Et là, c'est très embêtant parce que ça peut créer un sentiment de désespoir qui mène souvent, en effet, à des idéations suicidaires ou à des projets suicidaires ou à des passages à l'acte suicidaire. Mmh. Et ça, au niveau enfin, je veux dire, parce que c'est pas quelque chose que... Enfin, c'est... Pratiquement personne ne peut vraiment avoir de contrôle là-dessus. C'est plus éduquer les gens à les sensibiliser. Mais en fait, j'ai presque l'impression que c'est une problématique qui n'a pas vraiment de solution en soi. Parce que si une personne est harcelée, elle le fera. Alors, il y a quand même des questions du point de vue des réseaux sociaux. Et là encore, il y a une évolution de la législation, il me semble, qui est assez importante ces derniers temps. C'est-à-dire que, en gros, les plateformes de réseaux sociaux... jusqu'à présent, étaient relativement irresponsables de ce qui s'y passait. Or, quand il s'agit d'enfants mineurs, et encore plus d'enfants mineurs de moins de 12 ans, ce qui s'y passe, comment dire, en gros, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., ils sont aussi responsables, et peut-être légalement responsables, de ce qui peut se déployer sur leurs réseaux sociaux. J'ai encore, il n'y a pas très longtemps, entendu parler d'un cas où circulaient sur les réseaux sociaux, c'était des adolescents, là, où circulaient des vidéos de décapitation, etc., ambiance, à valeur de message un peu, alors à la fois pour faire, je sais pas, se rehausser un peu du côté de ceux qui faisaient passer ces vidéos-là, et en même temps qui avait valeur d'intimidation dans un fonctionnement groupal qui était quand même un peu du côté du harcèlement. Bon, dans ces cas-là, évidemment, il y a une vraie question de demander des comptes à l'adolescent qui met les vidéos en question, mais il y a aussi des questions de comment est-ce que ça s'est régulé, comment est-ce qu'on empêche que circulent des vidéos là en l'occurrence des vidéos de décapitation montrées à des adolescents par des adolescents. Bon, c'est quand même un souci, je trouve. Ah c'est clair, donc c'est sûr que c'est plus à ces plateformes-là de créer des systèmes qui permettent de réguler à partir d'un certain âge la possibilité. Je sais que c'est de plus en plus fait. Maintenant, je ne me suis pas trop renseignée sur la question, mais ça serait peut-être une des solutions. Mais c'est sûr que pour une personne qui est victime de ça, en fait, parce que ça arrive très souvent maintenant, je veux dire, il y a des lynchages. Twitter, c'est assez connu pour ça quand même. Oui. Voilà. Il y a quand même des plateformes qui sont plus connues pour pour ce genre de harcèlement, sachant que c'est, je dis réseau social, mais ça peut passer par d'autres éléments, ça peut passer juste par des messages. Voilà, on fait passer son numéro à quelqu'un et puis voilà, tout le monde se retrouve avec le numéro et puis tout le monde commence à insulter la personne et elle se retrouve avec des numéros inconnus qui arrivent et en fait, c'est ça. Je pense que la notion de harcèlement, quand c'est vécu par un élève du collège, un adolescent ou un enfant, même si c'est parfois sur ces plateformes-là, si un professeur prend connaissance en fait qu'il y a eu cet incident-là, même si ça va plus loin en fait que le simple périmètre de l'école, ces personnes-là doivent quand même aussi agir. Il ne doit pas y avoir un silence parce que
c'est sur les réseaux sociaux, alors que ça reste un élève et qu'on peut avoir du pouvoir en fait sur la situation. Oui. Alors, et là encore, on sent bien que le regard posé par la société sur les réseaux sociaux a beaucoup changé ces 5 dernières années, et que on voit bien que c'est un outil qui peut être très intéressant pour plein de choses, mais qui peut conduire à un certain nombre de dérives. Et là, en l'occurrence, sur la question du harcèlement scolaire, l'éducation nationale, les écoles, ils font beaucoup plus attention et ils sont tout de suite très méfiants et très inquiets quand il commence à circuler des choses sur les réseaux. Après, évidemment, en particulier les adolescents vont avoir tendance à cacher, pas dire, etc., faire du secret. Et en fait, c'est quoi la solution? Je veux dire, quand on se rend compte qu'il y a un cas de harcèlement, et qu'il soit individuel ou collectif, donc on rassemble les deux personnes. Est-ce que on les sépare? Est-ce que on décide de faire en sorte que la personne la harcelée elle quitte l'établissement? En fait, comment ça se passe concrètement pour ces personnes-là? Alors, ça dépend énormément des situations, etc. Souvent, l'idée qui consisterait à dire on va mettre ensemble le harcelé et le harceleur et puis on va les faire parler et peut-être ça va aller mieux. Non. Alors, je ne veux pas être définitif, mais ça paraît plutôt une mauvaise idée. Ah ouais, d'accord. Parce que ça fonctionnerait pour une querelle légère. Oui. Pour quelque chose qui a commencé à très mal tourner, comme dans le cas du harcèlement, ça risque de ne pas fonctionner. Donc l'idée, c'est vraiment... alors, dans ces cas-là, on va écouter la parole de la personne qui est harcelée, on va écouter la personne ou des personnes qui vont harceler, on va essayer de débriefer ça. C'est évidemment plus facile d'agir en amont dans la prévention qu'en aval, une fois que les choses ont eu lieu. On va essayer de mettre des règles, et essayer de modifier le fonctionnement du groupe. Alors, après, il y a des associations qui font ça, qui vont intervenir, qui vont essayer de reprendre les choses, de remettre de l'empathie, etc. Parce que des fois, il y a une espèce d'oubli de l'autre. C'est-à-dire que, notamment quand c'est des cas de groupe, ils se rendent des fois pas vraiment compte. Ils vont dire bah oui, mais non, mais c'était pour jouer. Mais non, mais c'est plus pour jouer là. Et de remettre de l'empathie vis-à-vis de la personne qui est harcelée. Pareil, parce que la personne qui est harcelée, des fois, elle est un peu, le terme est peut-être un peu fort, mais elle est un petit peu déshumanisée dans le regard des personnes harceleurs qui ils font pas attention. Ils disent oui, mais il est nul ou elle est nulle, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance, etc. Et donc, ils perdent cette empathie que normalement ils ont en eux. Et donc, on va essayer de réactiver cette dimension-là et de se dire bah oui, mais si tu étais à sa place, comment est-ce que tu verrais les choses, etc., comment tu le ressentirais, histoire de faire en sorte que les enfants et les adolescents ils puissent se remettre en lien avec leur propre sentiment de culpabilité, c'est plutôt sain, et de voir comment est-ce que ça peut fonctionner autrement. Après, malheureusement, dans un certain nombre de situations où il y a plus ou moins pas de solution, ou à l'heure où les établissements sont débordés par trop de problèmes, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a des établissements qui ont le temps et les moyens de se pencher sur des situations de harcèlement, et il y en a d'autres qui, dans la réalité, ont tellement de problèmes et tellement de soucis qu'ils partent au plus pressé et qu'ils peuvent pas tout gérer. Et dans ces cas-là, des fois, malheureusement, les enfants qui sont harcelés ou les adolescents qui sont harcelés sont obligés de changer d'établissement. C'est pas souhaitable d'un point de vue moral, c'est dommage, c'est un problème, mais d'un point de vue individuel, des fois, la moins pire des solutions, c'est celle-là. Une fois qu'on a essayé les autres solutions. Mais si les autres solutions ne fonctionnent pas et que l'enfant ou l'adolescent est terrifié à l'idée d'y aller, qu'il ne veut plus y aller, qu'il en est malade tous les jours, et qu'on en a parlé au professeur et que ça ne marche pas, etc., dans ces cas-là, peut-être que le plan B, c'est de dire, bon, de toute façon, si c'est trop compliqué, au pire, on ira ailleurs. On arrête et on part. C'est bien dommage, mais c'est une solution meilleure plutôt que de dire au pire je vais me suicider. Oui, voilà, c'est sûr, mais parce que ça conduit à ça. Non, mais c'est sûr, totalement. Je voulais donc une autre question, ça serait est-ce qu'il y a un profil en général d'une personne harcelée ou d'un harceleur? Est-ce qu'il y a des points communs qu'on retrouve de façon générale? Alors, du point de vue de la personne harcelée, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut être harcelé parce que on est bon élève ou mauvais élève, parce qu'on est trop grand
parce qu'on est trop petit, parce qu'on est trop riche par rapport aux autres, parce qu'on est trop pauvre, parce qu'on est trop banal ou parce qu'on est trop différent, parce qu'on est homosexuel, parce qu'on a telle religion, parce qu'on a telle couleur de peau, parce qu'on a telle texture de cheveux, parce qu'on a... Bref, sur le fond, mais ça c'est important, je n'arrive pas à trouver d'éléments pour lesquels on ne puisse pas être harcelé. On peut être harcelé sur tout, quoi. Sur n'importe quel prétexte, en fait. C'est vraiment important parce que la personne qui est harcelée va dire « Bah oui, mais c'est moi, c'est parce que je suis trop gros, je suis trop maigre, et du coup, c'est pour ça. » Bah oui, mais en même temps, si t'étais, je sais pas quoi, si t'étais trop grand, ça arrive. Il y a des enfants, ils sont harcelés, ils sont trop grands. On leur dit « Parce qu'ils sont différents, en fait, du groupe. » Alors on va se dire, c'est parce qu'on est différents. Mais alors des fois, ils sont harcelés parce qu'ils sont trop banals. Manque de personnalité. Ils sont finalement trop quelconques. Bon, très bien. Donc du coup, de ce point de vue-là, ça vient bien dire qu'il n'y a pas de profil de personnes harcelées. De même que c'est pas forcément des enfants qui savent pas se défendre. Il y a des enfants qui, au contraire, sont trop bagarreurs et du coup se finissent par être rejetés du groupe, etc., méprisés par les autres. Et en fait, ça peut basculer sur des formes de harcèlement. Et à l'inverse, en effet, il y en a qui ne savent pas se défendre et qui, du coup, restent passifs face à la violence dont ils sont l'objet. Mais sur le fond, on voit bien que c'est beaucoup plus des contextes et des situations qui vont favoriser le harcèlement que des profils de personnalité harcelée. Ce qui est très important puisque la personne qui est harcelée, elle va chercher les causes en elle. Elle va dire c'est moi, je ne suis pas comme il faut, etc. Et donc c'est très important c'est pour ça que je pointais la responsabilité des adultes, le groupe, etc., de faire ce zoom arrière et de dire non, c'est pas toi qui n'es pas comme il faut. De toute façon, quoi que tu sois, les autres ils auraient pu trouver que tu n'étais pas comme il faut. Donc bon, voilà, avançons. Et donc du coup, la question elle est plus groupale, plus contextuelle. Contextuelle. Et du côté des harceleurs, alors il n'y a pas forcément de profil psychologique des harceleurs. Par contre, on voit un mécanisme psychologique qui est souvent à l'œuvre dans le harcèlement, c'est ce qu'on appelle la projection en psychanalyse, c'est-à-dire le fait qu'on va projeter, c'est-à-dire mettre sur l'autre, voir dans l'autre toutes les choses négatives qu'on perçoit de soi. C'est-à-dire c'est le harceleur va avoir tendance à dire « c'est pas moi qui suis pas bien, c'est lui là, c'est lui il est nul ». Lui, il est moche, il est bête. D'accord. Si ça se trouve, ça parle un peu de tous les moments où la personne harceleuse ou le groupe harceleur, il se sent lui-même un peu nul, un peu bête, un peu inférieur aux autres, etc. Donc c'est vraiment des mécanismes de projection où on va se servir de l'autre comme réceptacle de toute la négativité, toutes les mauvaises images de soi qu'on pouvait avoir en nous-mêmes et qu'on va mettre sur l'autre et qu'on va maltraités pour ça. Et ça les rassure, en fait, ça fait quoi ce que vous voulez dire là, c'est le mécanisme de quoi? De projection. De projection. Ça permet quoi, en fait, de se rassurer, qu'est-ce que ça... Pourquoi ils le font, en fait, ça? C'est quoi l'objectif final? Alors, c'est évidemment pas très conscient. Hein, oui. Et ils se rendent absolument pas compte que, d'une certaine façon, ça parle un petit peu d'eux et de leur propre faiblesse aussi, en réalité. Mais... C'est exactement la projection, c'est la raison pour laquelle on aime bien qu'il y ait des films avec des méchants. Et on se dit, oh oui, ce méchant est vraiment très très méchant. Oh là là, qu'est-ce qu'il est horrible. Il fait des choses horribles que moi jamais je ferais. Moi, franchement, des choses horribles, je les ferais jamais. Mais lui, ce méchant là, oh là là, c'est horrible. Bon voilà. Donc c'est vraiment ça le mécanisme de projection, c'est mettre hors de soi tout ce qu'on aimerait pas être. Exactement. Et souvent, plus on se sent soi-même négatif, plus on va avoir tendance à projeter sur l'autre. Donc typiquement, on peut sentir par exemple une classe qui serait une classe, qui est une classe d'enfants en difficulté scolaire, genre une classe d'Ulysse. Pour enfants en difficulté scolaire, ils peuvent, par exemple, à l'intérieur de l'établissement, être vus comme, grosso modo, la classe des débiles, ils sont nuls, ils sont inférieurs, etc. Bon, du coup, ils ont apporté ça sur eux-mêmes. Et si à un moment donné, il y en a un dans leur groupe qui sert de défouloir et de bouc émissaire, ils vont dire « Ah non, nous on n'est pas les nuls, mais lui ou elle, c'est vraiment la nulle. » Et ils vont y aller à fond parce qu'ils ont
sur eux ce poids-là, cette espèce de lourdeur émotionnelle dans leur sac, et ils vont tout décharger sur la personne qui les harcèle. C'est terrible. Mais du coup, ça prouve en fait qu'il y a presque même plus... Alors, faut pas déresponsabiliser toujours l'enfant, de se dire bon, ce que tu fais c'est mal, ou l'adolescent d'ailleurs, voilà, parce que voilà, ça peut arriver à n'importe quel âge, mais il y a toujours, en fait, il y a pas de méchant, en fait, il y a pas de profond méchant. Quand j'écoute ce que vous dites, c'est que il y a quelque chose en fait de beaucoup plus profond du côté du harceleur ou des harceleurs, du coup quand c'est collectif, qui voilà, un sentiment d'insécurité, qui parfois naît voilà de ce qui se passe voilà à la maison avec la famille ou plein de choses, et pour se rassurer, on va essayer de reprendre ce pouvoir, malheureusement sur une personne qui n'a absolument rien du coup demandé, ou plusieurs personnes du coup, pour se donner cette affirmation qui nous manque en fait, ce manque d'estime de soi finalement. C'est-à-dire que je pense pas que je suis le plus beau, etc. C'est pas, comme vous avez dit, c'est pas conscient nécessairement, donc ça peut être inconscient, et je pense que c'est souvent inconscient, parce que j'ai pas l'impression qu'une personne qui harcèle, en tout cas moi c'est mon avis, elle se dit vas-y, allez aujourd'hui je vais être le... Non, en fait c'est plus profond que ça, oui. C'est inconscient, et donc d'avoir ce discours parfois, d'éviter d'avoir comme vous avez dit, ce clivage simple, méchant, gentil, parce que victime, du coup, toi là-bas, au cachot, sans essayer de comprendre pourquoi t'es comme tu es, et toi là-bas, ah mais t'es gentil, viens, on va te protéger, nanana. Et d'ailleurs, je pense que même la personne qui est victime, alors, je sais pas si ce que je dis c'est vrai, je suis pas une experte, mais il faut pas non plus la poser non plus dans trop cette victimisation, parce que ça l'aidera pas non plus. Faut lui faire comprendre qu'elle est pas responsable de ce qui lui arrive, parce que voilà, on peut être harcelé pour n'importe quelle raison, mais pas non plus lui dire bon, pauvre, etc., parce que ça la met dans une position d'infériorité, et ça aussi je pense que à plus ou moins long terme c'est pas non plus quelque chose qui peut lui être bénéfique, parce que elle a le sentiment d'être une personne qu'il faut protéger, qui peut pas s'en sortir. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un point important. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que dans le harcèlement, comment dire, il va y avoir un sentiment où on a l'impression qu'on ne peut plus se défendre soi-même. Voilà. Ce qui est le cas d'ailleurs, parce que si on est à 6 contre 1, on ne peut pas se défendre soi-même en fait. Donc du coup, la personne se sent affaiblie, inférieure du côté de sa capacité à faire face, à se sécuriser elle-même, etc. À ne pas se laisser faire et tout ça. Et du coup, si en effet on la met dans un statut de victime au sens de personne faible, incapable de se défendre par elle-même, incapable de s'affirmer, qu'il faut protéger comme petite chose fragile, vous avez raison, ça ne va pas aider la personne. Et tout ça, ça vient bien dire, que ce soit du côté du harceleur ou des harcelés, que la question, pour essayer d'améliorer la situation, ça n'est pas d'essayer de réfléchir à quelle est l'essence de la personne. En fait, ça ne parle pas forcément de la personnalité, ça parle de choses qui ont été faites, de choses qui ont été dites. Et donc, les enfants qui ont été violents, le problème, c'est pas que c'est des mauvais enfants. Le problème, c'est qu'ils ont fait des mauvaises choses. Mais ça parle d'actes, en fait, et de situations. Ça parle pas de l'âme des gens. Oui, en fait, c'est vraiment de pointer l'accent sur leurs actions, et ne pas faire, j'allais dire l'amalgame, mais en gros ne pas, définir l'individu par ce qu'il fait, ou plutôt l'enfant ou l'adolescent par ce qu'il fait, parce que c'est pas lui en fait, c'est ce qu'il fait qui est mal, c'est pas lui qui est mauvais. Tout à fait, c'est exactement ça. Intéressant. Alors ça, on a déjà apporté cette question. Attendez, tac. Donc, on vous a déjà répondu à cette question. Est-ce qu'il vous arrive de faire des discussions entre le harceleur, harcelé, tout ça? Non, pas du tout. À éviter, en tout cas. Les traumatismes qui peuvent en découler, les conséquences désastreuses sur l'enfant, l'adolescent, quelles sont-elles? Alors, elles sont très importantes, elles sont très nombreuses, elles sont très variées. Sur le fond, ce qui est important, c'est que ce qui va avoir des conséquences, c'est 1, le fait d'avoir subi du harcèlement, et 2, le fait que ça ait pu rester secret. Ce qui est une deuxième chose, différente, mais qui est vraiment importante. C'est-à-dire que dans plein de situations de harcèlement, l'enfant ou l'adolescent qui est harcelé va n'en parler à personne va s'en rendre compte, et
Voilà, et si ça se trouve, je sais pas quoi, c'était en CM2, en 6e ça va mieux, mais ça fait quelque chose qui va faire secret à l'intérieur de l'enfant ou de l'adolescent. Et ensuite, il ou elle va grandir avec ce secret, avec le poids du secret, etc. Et ça, c'est très problématique. On sait bien que d'une manière générale, la honte, le secret, ça crée des effets délétères durables sur le long terme et pour le reste de la vie. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, c'est pas du tout la même chose d'avoir été harcelé et qu'à un moment donné, les adultes se soient mobilisés et il y ait quelque chose qui a été fait, et d'avoir été harcelé, de l'avoir caché, et du coup, personne s'en est rendu compte. Et voilà, on vit avec ça. Et ça devient très, très compliqué. Les conséquences que ça va avoir, alors d'une manière générale, ça produit une perte d'estime de soi. C'est la première chose, c'est-à-dire qu'on va se sentir pas bien, inférieur, et on va se dire, ok, s'il y a 12 enfants qui s'en prennent à moi, ça doit bien être pour une raison, ça doit être parce que je suis nul, et quand ils disent que je suis moche, ils doivent avoir raison, etc., etc. Donc du coup, on va avoir ça, et on va avoir ensuite à l'intérieur de soi les paroles qui ont été posées sur nous, qui vont résonner à l'intérieur de nous-mêmes, et qui vont continuer à tourner dans notre tête. Dire, oui, je suis nul, oui, je suis moche, etc. Voilà, et donc ça va pouvoir faire, ça risque de conduire à différents symptômes qui peuvent être très variés, mais ça peut faire d'abord ça peut produire des idées ou des passages à l'acte suicidaire, des sentiments dépressifs, et puis après toutes les manifestations d'attaque de soi, c'est-à-dire scarification, troubles du comportement alimentaire, etc., etc. Au-delà de ça, ça peut avoir pour conséquence ensuite d'avoir du mal à faire confiance aux autres. On risque d'avoir des problèmes relationnels puisqu'on va se dire, oui, moi je faisais confiance aux autres quand j'avais 8 ans, j'ai très bien vu ce que ça va donner, donc du coup maintenant je serai toujours sur mes gardes. Ce qui du coup gêne pour le fait de se développer ensuite à l'âge adulte, dans les relations amoureuses, etc. Ça va systématiquement se réactiver puisque on va avoir tendance à ne faire confiance à personne. En fait, c'est être en réaction. Pour aborder le dernier point que vous avez évoqué, c'est vraiment, en fait, on est en réaction par rapport à ce qui s'est passé dans le passé parce qu'on ne s'est pas pardonné. On n'a pas pardonné aussi à ces gens-là, ou à la personne qui nous a fait subir ce tort, ces ou ces torts-là. Et donc, en fait, on va généraliser et ça va demander beaucoup de... En fait, c'est un travail sur soi qui est, je pense, dur à faire pour accepter que pas tout le monde est pareil et il n'applique pas la même règle à tout le monde. Tu peux pas appliquer une règle que tu as décidé, que tu t'es édictée il y a 12 ans ou il y a 20 ans parce qu'il s'est passé ça, et que maintenant tu as ça, mais tu as toujours peur que ça se produise. Du coup, tu vas appliquer ça à des gens qui n'ont strictement rien à voir alors que tu n'es plus la même personne. T'as plus le même âge, donc c'est plus le même... Enfin, il n'y a rien qui va, en fait, il y a tout qui va pas. Tout est différent, mais on va appliquer pourtant les mêmes règles parce que c'est une question, ça répond à un trauma, en fait, c'est juste pour se protéger. C'est un système de protection. Exactement, c'est exactement ça, c'est le système de protection face au traumatisme, qui serait la même chose, par exemple, les gens qui ont vécu un crash d'avion, ils disent juste, en fait, c'est pas un choix volontaire, mais il y a quelque chose, il y a une petite voix en eux qui dit, juste, je remonte plus jamais dans un avion. Parce qu'une fois, je suis monté dans un avion, ça a fini écrasé, il y avait 50 morts, moi j'ai fait partie des survivants. Juste, ok, les statistiques, tout ce qu'on veut, mais je remonte plus dans un avion. Ok, on comprend bien l'idée. Là, c'est du point de vue de la relation humaine. C'est-à-dire de dire, j'ai baissé ma garde, j'ai fait confiance, j'étais pas prêt à me défendre en permanence, j'en ai souffert énormément, ça n'arrivera plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. Peu importe les conséquences, peu importe ce qui se passera, tout ce qui compte, c'est que ça n'arrivera plus jamais. On sent bien le côté problématique de ça. Une des manières, d'ailleurs, de fonctionner comme ça, c'est des enfants ou des adolescents qui ont été victimes de harcèlement et notamment de violences physiques, qui ensuite vont devenir, eux, très agressifs. Avec une représentation du monde qui dit, dans le monde, il y a ceux qui tapent et ceux qui sont tapés. Moi, je serai plus jamais tapé. Voilà, c'est ça. On comprend l'idée, mais évidemment, ça va avoir des conséquences embêtantes. On a compris la logique, mais c'est pas la bonne solution, quoi.
C'est pas la bonne solution. Mais c'est clair, en fait, que tout s'explique, en fait, certaines réactions, etc. Puis même, au-delà de ça, au-delà de ces réactions et de ces systèmes de protection, il y a aussi le côté filtre, en fait. C'est-à-dire qu'on va retrouver certains actes qu'on a vus, certaines personnes qui nous ont traumatisés, on va le voir chez quelqu'un d'autre, on va dire « Oh, mais en fait, si elle a fait ça, c'est parce que ça. » Alors que rien à voir, quoi. La personne, elle a fait ça parce que elle est comme ça, que c'est comme ça qu'on l'a pris, ou que c'est juste parce que elle parle comme elle parle, etc. Ça n'a rien à voir avec nous, mais on va le prendre personnellement parce qu'il s'est passé ça avant, et que tout ce que tu viens de dire, ou la manière dont je t'ai comporté, ça me rappelle ça, ou ça me rappelle telle personne, un jour elle a dit ça, elle m'a fait ça. Et en fait, on n'est plus du tout dans la réalité, ni dans ce qu'on vit maintenant, on est inconsciemment, c'est ça le pire d'ailleurs, on est inconsciemment dans ce schéma de protection de ces trucs, parce que j'ai plus envie d'avoir mal comme j'ai déjà eu avant. Tout à fait, exactement. Et là, on voit bien le côté traumatique. Ouais. Le traumatisme, c'est vraiment, ça se reconnaît très très bien en séance, c'est un événement du passé qui est vécu comme s'il avait eu lieu la veille. C'est très net. Les gens qui ont vécu des choses traumatisantes, et par exemple des harcèlements qui ont été vécus de manière traumatisante dans l'enfance, quand ils vont en parler, ils vont en parler comme si ça s'était passé la veille. Et donc comme ça s'est passé hier, juste aujourd'hui, on fait très attention. Souvent, c'était pas hier, c'était il y a 25 ans. Mais peu importe. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Mais ça, c'est quand même fou parce que... Et je rejoins un élément qu'on m'a donné tout à l'heure, c'est vraiment, en fait, le corps, il se souvient, en fait. Il a une mémoire. C'est-à-dire que la douleur qu'il a ressentie à ça, si c'était à 20 ans, 25 ans, s'il n'a pas fait part... couper un peu avec cette partie-là de son histoire, c'est comme si, comme vous avez dit, comme si c'était hier, quoi. Ouais. Il n'y a aucun souci là-dessus. Quel conseil vous donneriez donc à une personne qui est en train de le vivre actuellement là, qui nous écoute, qui derrière son écran et qui est en train de se dire « Putain, mais moi, c'est vraiment ce qui est en train de m'arriver et je sais pas quoi faire et je suis dans le mal. » Alors, j'aurais tendance à dire que quand on se sent comme ça, en difficulté, harcelé et un peu acculé dans une situation très difficile, très douloureuse, le plus important, c'est d'en parler à des gens de confiance. Les deux notions étant importantes, c'est d'en parler. De ne pas garder ça pour soi et d'en parler à des gens à qui on peut faire confiance. Donc normalement, en parler à ses parents. Il arrive que dans certains cas, les parents ne soient pas des gens de confiance. Ça peut arriver malheureusement. Et dans ce cas-là, c'est peut-être pas eux, les personnes ressources. Mais le mieux, c'est d'en parler à des amis à qui on peut faire confiance, à ses proches, à sa famille, et aux enseignants. Donc voilà, c'est vraiment essayer de ne pas garder ça pour soi, puisque, comme on disait tout à l'heure, le fait de garder les choses secrètes, le fait de cacher, de garder pour soi, c'est en soi quelque chose qui va avoir des conséquences problématiques. Donc c'est pas juste le fait d'être harcelé, c'est le fait d'être harcelé et d'avoir l'impression qu'on est le seul à devoir faire face à ça. Donc c'est vraiment là, d'en parler. Moi je sais que, à titre d'expérience personnelle, je n'avais pas fait ça du tout. Et je pense que c'est une erreur, c'est une grave erreur que j'ai faite. Après, je pense pas aussi que dans les établissements dans lesquels j'étais, il y avait des éléments qui permettaient aussi, c'était pas autant, c'était encore plus tabou que aujourd'hui. Aujourd'hui, ça allait de moins en moins, encore heureux. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler. D'en parler aussi donc à ces, ne serait-ce qu'une amie, si on a des frères et sœurs, on peut avoir le courage de le faire. Je pense que des fois, ce qui est difficile, c'est on a un peu la honte de se dire, voilà, ça m'arrive quoi. Et donc de se dire, je suis pas aimée à ce point, ou je suis un peu reculée, voilà, etc. Donc on est un peu dans l'embarras. Il y a une sorte de dépréciation de la valeur, de se dire, je vais devoir avouer ça à mon grand frère, ma grande sœur, et on ne connaît pas leur réaction. Il y en a, on sait très bien qu'ils peuvent parfois réagir à chaud, et on sait très bien que ça peut parfois prendre des ampleurs. En fait, c'est ça qui fait peur. C'est surtout les conséquences de ce que ça va impliquer, de se dire « Ah, mais en plus, elle est partie le dire, nanana. » On a peur, en fait, des conséquences, mais en fait, les conséquences, c'est pas nous qui les avons voulues. On essaie juste de s'en sortir comme on peut. Donc, de prendre le courage d'en parler, et à un moment donné... plutôt que de laisser ça en soi et qu'ensuite que le temps passe et tu te dis mais pourquoi je fais comme ça, pourquoi je suis comme ça, etc. Et en fait, c'est parce que t'as juste... t'as pas parlé, quoi. Et par rapport à ça, et notamment par rapport aux adolescents, c'est-à-dire ceux qui ont un téléphone portable, il y a aussi... il y a des numéros d'écoute qui ont été mis en place. Alors, de mémoire, je crois que c'est le 3018, mais... À vérifier, je le mettrai. Voilà,
les auditeurs et spectateurs vérifieront, c'est bien ça. Mais il y a des numéros d'écoute qui permettent, quand on sent que si on en parle à sa famille, ils vont pas bien réagir, soit ils vont pas nous écouter, parce qu'il y a des parents qui peuvent ne pas écouter ces questions-là, soit ils vont surréagir et faire n'importe quoi. Et dans ces cas-là, oui, on peut avoir besoin d'en parler à quelqu'un qui soit un peu neutre. Et donc l'idée, c'est vraiment de ne pas porter seul ce fardeau-là, mais d'essayer de le partager et d'essayer non pas de trouver ces solutions tout seul soi-même, mais d'essayer vraiment de partager ça avec d'autres pour essayer de trouver des solutions collectivement. En fait, c'est un problème qui ne doit pas être résolu. En fait, c'est impossible. Oui, c'est impossible. On ne peut pas résoudre ça de son côté tout seul à essayer de se dire « Attends, j'ai vécu ça, on est en train de me dire ça, je vais en cours, ça se passe mal, nanana, et en plus, c'est moi de trouver des solutions alors que tu n'es pas bien, et nanana. » Et en fait, c'est pas possible. En fait, le meilleur moyen, c'est au moins d'en parler si on a des parents qui sont à l'écoute, les parents directs, de leur expliquer qu'on ne veut pas que ça aller dans tous les sens, etc. Parce que généralement, quand on est victime d'harcèlement, on est déjà sous le feu des projecteurs dans le mauvais sens du terme. Et d'avoir maintenant la pitié ou la victimisation de tout le monde en mode « Ah, mais en fait, il lui est arrivé ça, ça aussi, ça fait peur, en fait. » C'est aussi les conséquences et en fait, il ne faut pas. Parce que si on parle pas, si tu ne parles pas, là, du coup, je parle à la personne qui m'écoute, c'est encore pire parce que tu vas garder ça pour toi et ça va avoir des conséquences dans ta vie. En fait, là, tu protèges la paix de certaines personnes, mais tu n'es pas du tout en train de protéger ta propre paix à toi, qui va venir être complètement abîmée par rapport à des choses que toi, tu n'as même pas décidé, en fait. Ça t'est tombé dessus et tu n'as pas à payer le prix 2 fois, en fait. Parce que c'est ça, le prix du silence a un coût en plus de ce qui est vécu. Oui, tout à fait. Et de ce point de vue-là, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose de mal, c'est normal de le cacher. Si, je sais pas quoi, vous volez régulièrement dans les magasins ou que vous vendez de la drogue, faut pas le dire. Parce que c'est pas bien ce que vous faites. Vous allez avoir des problèmes si vous le dites. Donc dans ce cas-là, il y a une cohérence à garder les choses secrètes. Totalement. Mais vous voyez, c'est là où il y a une vraie confusion. C'est-à-dire que les personnes qui sont harcelées, elles vont garder le secret, comme si elles avaient fait quelque chose de mal. Mais elles ont fait quoi de mal ? Elles ont fait qu'elles ne correspondent pas à je ne sais quel critère du point de vue de là où les personnes qui les harcèlent. Rien, ouais, vraiment. Il n'y a juste pas de culpabilité à ressentir et pas de mal à dire que ça c'est ce qui se passe. Même si, évidemment, lever la honte, c'est très compliqué. Lever le secret, c'est très compliqué. Donc je le dis comme ça, mais évidemment, je sais très bien que du point de vue des enfants ou des adolescents qui sont harcelés, c'est très très compliqué de faire le pas et d'arriver à dire « Ouais, en fait, ça va pas trop. » Ouais. C'est dur à avouer, je comprends. Écoutez, je pense qu'on a abordé toutes les questions. C'est la fin de cette émission. Et comme toujours, je passe à la fameuse tradition de la maison Tant que le soleil brille, où donc je pose toujours à mes invités 4 questions. C'est parti ? Oui, tout à fait. Let's go. Question numéro 1. Le pire conseil qu'on vous ait donné ? Alors, on m'a jamais vraiment donné un conseil catastrophique. Par contre, j'ai eu des périodes de ma vie, notamment typiquement quand j'étais adolescent ou jeune adulte, où je recevais beaucoup de conseils totalement contradictoires les uns avec les autres et assénés avec autorité. Tu devrais faire ça, non, tu devrais faire ça, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Ce qui crée juste un brouhaha confus de il fallait que j'aille dans toutes les directions en même temps. Bon, et du coup, le pire conseil, donc ça n'a pas été un conseil, mais un brouhaha de conseils contradictoires et confusionnants. Donc en fait, là, le pire conseil, c'est le fait que vous avez donné trop. Trop en position d'autorité. C'est-à-dire des conseils qui n'étaient pas des hypothèses ou des suggestions, mais des choses de « tu n'es pas très bien. Si j'étais toi, moi qui suis quelqu'un de bien, je ferais comme ça. » Merci. Merci, mais non merci, quoi. Voilà, c'est ça. Totalement. Question numéro 2. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné. Et alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, qui est un peu en lien avec ce que je disais à l'instant, c'est le fait de jamais avoir honte de soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir honte de choses qu'on a fait ou de choses qu'on a dites. Ouais, c'est possible.
Mais je trouve que c'était assez juste de dire qu'il n'y a aucune raison qu'on ait honte de soi en tant que personne. On a toujours de la valeur en tant que personne. Troisième question, si vous pouviez créer une loi que tout le monde devrait respecter, ça serait quoi? Alors j'y réfléchissais tout à l'heure. Et je me disais, si j'avais le pouvoir de créer une loi que tout le monde respecterait, j'essayerais de faire en sorte de ne pas créer de loi parce que je pense qu'une loi universelle ne devrait pas du tout être créée par un individu mais par un groupe de personnes. Ce qui d'ailleurs est ce qui se passe. Les législateurs des pays sont rarement une personne mais sont un collectif, etc. Parce que je pense qu'une personne qui pourrait avoir la possibilité de créer une loi universelle, il y a tellement de risques que la personne elle se craque. Et donc si c'était moi-même, je suis pas sûr que je me ferais confiance. Je suis pas sûr que je me dis au dernier moment, je vais faire un truc vraiment catastrophique. Ok. Dernière question, la meilleure. La citation qui vous a le plus marqué et pourquoi? Alors une citation qui m'a beaucoup marqué, c'est quand Rimbaud dit « je est un autre ». Parce qu'à titre personnel, je viens des études de lettres et je suis parti faire de la psycho et de la psychothérapie après. Et cette idée de « je est un autre », c'est-à-dire que je ne me comprends jamais moi-même, je ne sais jamais exactement qui je suis, etc. C'est vraiment un des fondements de la psychanalyse freudienne, etc. Et j'ai toujours trouvé ça assez joli que ça ait ses origines dans un poète du 19e siècle. Je trouve ça assez joli que des réflexions comme ça qui sont à l'origine d'un des grands courants de la psychothérapie trouvent leur fondement dans de la poésie du 19e siècle. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre intervention. Franchement, c'était très enrichissant. C'est la 2e émission sur les Sur Toi et on se retrouvera du coup pour une autre.